Très bien, je vous propose qu'on commence. Il est 13 heures passées. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Donc, je me présente, je suis Yann Marchal, donc chargé de projet à la Fabrique Emploi et Territoire. Donc, c'est une association que vous connaissez peut-être plus sous son ancien nom qui était Maison de l'Emploi et de la Formation de la Nièvre, qui existe depuis 12 ans maintenant. On met régulièrement en place des actions pour promouvoir les métiers, les formations auprès du public et pour accompagner les entreprises du territoire sur le volet ressources humaines et également pour accompagner les acteurs de l'emploi et de la formation. Depuis le premier confinement, on a dû repenser nos actions terrain et on a organisé un cycle de web rencontres comme celle d'aujourd'hui sur différentes thématiques où on a abordé les thématiques du télétravail, de l'emploi partagé, également sur des métiers en particulier. Je pense à l'industrie, par exemple. Donc, toutes ces web rencontres, vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube. On vous mettra le lien dans le chat. Et donc pour aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sylvie Morin-Lagrange, qui travaille donc à l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, Isabelle Griffon de Pôle emploi et Justine Chamard de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Voilà. Toutes les trois vont animer cette web rencontre sur le thème de la formation des salariés. Donc, la formation des salariés, c'est une question qui est prégnante en entreprise, que ce soit par exemple pour développer les compétences des salariés face à un outil de travail qui évolue ou s'assurer de la bonne intégration dans l'entreprise d'une nouvelle recrue, par exemple. Par ailleurs, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. Mais c'est un univers complexe et l'employeur ne sait pas toujours vers qui se tourner lorsqu'il a un besoin. Vous donner des outils et des éléments de compréhension sur ce sujet est l'objectif de cette web rencontre, sans toutefois prétendre à l'exhaustivité, tant le sujet est vaste et complexe. Donc, nous serons ensemble aujourd'hui pour environ 1 heure. Et tout au long des interventions, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Si vous connaissez l'outil Zoom, c'est très simple, vous verrez. Avant de commencer et de laisser la parole d'abord à Sylvie Morin-Lagrange de la RACT, je vous rappelle quelques informations pratiques. Donc, cette web rencontre est enregistrée et pour qu'elle puisse être rediffusée sur notre chaîne YouTube. Si vous le souhaitez, vous pouvez couper votre vidéo, voilà, si vous ne souhaitez pas être visible sur l'enregistrement. On ne fera pas de tour de table puisque nous sommes assez nombreux, donc je vous demanderai, si vous voulez bien, d'indiquer vos noms, prénoms et structures dans vos vignettes. C'est très simple. Sur votre vidéo, vous avez 3 petits points quand vous mettez la souris dessus et vous pouvez faire renommer et rajouter du coup votre nom, prénom et nom de structure. Pendant les interventions des différentes intervenantes, merci de couper vos micros pour le confort de tous, que vous pourrez réactiver une fois qu'on arrivera au temps d'échange, qui, lui, est prévu à la fin des 3 interventions. Voilà pour ma part. Merci et bonne web rencontre à toutes et à tous. Et je laisse la parole, si tout est bon pour nous, à Sylvie Morin-Lagrange, donc, qui travaille à l'ARACT. Sylvie, quand vous Bonjour, voulez. merci Yann. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je vais commencer. Alors je vais partager l'écran. Je vous laisserai me dire si ça fonctionne, si vous voyez bien. Oui, Ça oui, va? oui, très bien. Très bien. Donc moi, par rapport à la webconférence, je vais vous parler plus particulièrement de la FEST, hein, l'action de formation en situation de travail. Je vais juste au démarrage vous dire, mais de manière très synthétique, hein, moi je travaille à la RACT, hein, donc vous dire ou vous redire pour ceux qui nous connaîtraient déjà d'où on se positionne, hein, qu'est-ce que c'est que la RACT. Donc la RACT, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je suis donc chargée de mission au sein de cette structure. On est en fait une structure, une association de droit privé. On fait partie d'un réseau, un acte à acte. Nous, notre mission, on est une association paritaire, hein, ça a aussi son importance. Notre mission, c'est vraiment
à la fois de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés, mais en ne perdant pas de vue les questions d'efficacité, les questions de performance des structures, hein, des entreprises. Alors, dans une logique à la fois de dialogue professionnel, de dialogue social, et puis en essayant de tendre vers ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, et en étant vraiment en veille autour du travail et de ses mutations. Alors, on en avait déjà avant la crise, hein, là, les mutations autour du travail sont d'autant plus importantes là, depuis plus d'1 an. Et puis finalement, quand on parle de conditions de travail, c'est tout ce qui fait, de manière très large, hein, qu'on va se sentir bien ou pas bien dans un travail. Quel lien avec l'action de formation en situation de travail? Finalement, c'est vous, moi, en tant que salarié, est-ce qu'on se sent compétent, compétente dans notre travail au quotidien et au sein de notre structure, hein, donc, d'où le lien avec l'action de formation en situation de travail. On est en fait, nous, au sein de l'ARACT, 13 personnes. Alors, attendez, hop, je me mets là. On est 13 personnes à rayonner sur la Bourgogne-Franche-Comté, avec des interventions plus particulières alors, auprès des entreprises et des territoires de Bourgogne-Franche-Comté, mais plus particulièrement auprès des TPE-PME, hein, moins de 250 personnes. Nos prestations, c'est vraiment, enfin nos interventions, c'est l'intervention en entreprise, c'est de l'ingénierie de projet, et puis c'est aussi vraiment de la capitalisation, de l'expérimentation, de la diffusion d'outils, de méthodologies, etc., dans le but d'en faire bénéficier au plus grand nombre, hein. Donc sur nos sites, soit de l'ANACT, soit de l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez trouver des manifestations, des outils, des méthodos, enfin voilà, tout un tas de choses. Le but étant de partager assez largement nos principes d'action, et je m'y arrête un tout petit instant parce que c'est important au regard de la FEST. On est sur une approche globale de l'entreprise, on est sur une analyse du travail, hein, c'est-à-dire aller voir réellement sur le terrain comment le travail se déroule. Et puis, c'est l'implication de tous les acteurs, hein, donc bien sûr les salariés, bien sûr les directions, hein, on dit qu'on est à équidistance entre les directions et les salariés, et puis bien sûr l'encadrement et les instances représentatives du personnel. Voilà, avec des champs d'intervention autour des conditions de travail et notamment autour des questions de compétences. Voilà, alors le contexte de départ, pour parler d'action de formation en situation de travail, je vais revenir un petit peu en arrière, en 2015, où constat a été fait d'une situation qui était porteuse de paradoxes. On savait bien que le travail était reconnu comme un vrai vecteur d'apprentissage et de développement de compétences, mais finalement, l'action de la formation en situation de travail en tant que telle, au sens du droit, au sens législatif, elle n'avait pas réellement de place, ou en tous les cas une toute petite place. Donc suite à ça, une expérimentation nationale s'est mise en place, alors avec la DGEFP, hein, la Direction générale de l'emploi de la formation professionnelle, le FPSPP, le COPANEF, le CNEFOP, avec l'idée vraiment d'aller regarder et mettre en place des projets, des expérimentations autour de formation en situation de travail pour essayer d'en déterminer les contours et puis pour essayer de voir de quelle manière ces actions de formation en situation de travail, elles pourraient être reconnues en étant à la fois porteuses du développement de compétences de salariés, mais en étant aussi réalisables du côté des TPE-PME, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans un côté trop usine à gaz, hein, de la mise en place d'AFEST. Donc cette expérimentation nationale, elle a eu lieu avec bon nombre d'OPCO à l'époque, avec des consultants, des organismes de formation, etc. Et bien entendu des entreprises, on y reviendra. Nous, le réseau ANACT-ARACT, on était en suivi, capitalisation des expérimentations. Justine est là pour l'OPCO-EP, hein. On avait AGFOS, hein, qui était à l'époque aussi fortement investi dans l'expérimentation. Ce qu'il en est ressorti, c'est différents projets ont été menés, donc dans 50 entreprises, hein, des projets d'action de formation en situation de travail, issus de différents secteurs d'activité, et ces projets ont concerné en tout 70 bénéficiaires qui pouvaient être soit des salariés déjà dans l'entreprise, hein, donc avec des volontés de mobilité par exemple, ça pouvait être également des salariés en phase d'intégration ou d'insertion, hein, ça a concerné 34% d'entre eux, et y compris des contrats en alternance, des contrats d'insertion, des contrats saisonniers, hein. Donc, par rapport à tout ce qui s'est déroulé lors des expérimentations, ça a donné lieu à un rapport final qui fait pour info 272 pages,
et surtout qui met en évidence les monographies, c'est-à-dire que vous voyez sur la slide qu'il y a eu 21 expérimentations menées par 11 OPCA à l'époque. Vous pouvez aller voir chacune des monographies, c'est assez détaillé sur finalement quel type d'action de formation en situation de travail a été réalisé, pour quels besoins, avec quelles difficultés ou quelles ressources rencontrées. Donc, on suit vraiment la vie de ce qui s'est passé lors de cette expérimentation. Toujours est-il que derrière, ça a permis de pouvoir nourrir une vision des possibilités d'AFEST sur le plan législatif, et que derrière, ça a donné lieu à un décret sur lequel on reviendra plus loin, qui est sorti fin 2018 et qui, sous certaines conditions, justement, reconnaît une place sur le plan législatif à l'action de formation en situation de travail. Alors, quand on parle d'action de formation en situation de travail, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une nouvelle modalité de formation qui vient finalement enrichir ce qui existe déjà, donc de la formation ouverte et à distance, du e-learning, etc. Voilà, on a une nouvelle modalité qui est la modalité action de formation en situation de travail. Ce qui fait sa particularité à cette action-là, c'est qu'elle est vraiment propre à l'entreprise, propre à son fonctionnement, propre à sa culture d'entreprise. Donc, même si on a deux entreprises du même secteur d'activité, et pour travailler des actions de formation en situation de travail sur le même type de situation de travail, ce sera forcément différent parce que l'organisation d'une entreprise ou d'une autre n'est pas la même. Les ressources qu'on va pouvoir retrouver en interne ne sont pas forcément les mêmes. Les objectifs à atteindre ne sont pas non plus forcément les mêmes. Donc voilà, on s'ancre sur tout ça pour prendre en compte et monter l'action de formation en situation de travail. Elle prend en compte, bien sûr, aussi d'où part et où ira le ou la salarié qui bénéficiera de cette action de formation en situation de travail. Alors, bien sûr, on prend en compte le positionnement comme dans toute action de formation, mais l'idée, c'est vraiment de regarder, au regard de la situation de travail concernée, ce que connaît déjà ou pas le ou la salarié. Quelles connaissances, quelles compétences, quelles aptitudes déjà acquises et surtout à acquérir. Donc, ça nous fait dire que l'action de formation en situation de travail, c'est du sur-mesure. C'est personnalisé à la fois aux besoins des salariés et aux besoins de l'entreprise. Donc, c'est une modalité qui est intéressante, mais qui est aussi plus exigeante. Alors, c'est vraiment une action qui se réalise dans la structure, en lien avec le travail propre à sa structure et à son fonctionnement. Pour illustrer, on a eu, par exemple, dans le cadre de l'expérimentation nationale, un projet qui portait sur la contention animale en cabinet vétérinaire. C'est-à-dire, on peut apprendre, vous savez, l'auxiliaire vétérinaire, elle intervient auprès du vétérinaire pour maintenir l'animal, etc., enfin faire différentes actions de soutien par rapport au vétérinaire et puis à l'animal. On s'est rendu compte qu'effectivement, l'action de formation en situation de travail, elle était très, très propice sur la contention animale en cabinet vétérinaire parce que, justement, les outils qu'on va utiliser, le matériel qu'on va utiliser dans un cabinet vétérinaire ne sera pas forcément le même que dans un autre. Le vétérinaire ou les vétérinaires du cabinet ont leurs propres habitudes. Et c'est bien quand on est auxiliaire de vétérinaire de connaître les habitudes des personnes avec qui on travaille, surtout sur une activité de contention animale. On imagine aussi, et on a pu le voir, que les propriétaires des animaux ont également leurs habitudes et des manières de fonctionner avec leurs animaux. On peut se dire que, par exemple, dans certains cas, il est bien que le ou la propriétaire soit présent quand on va intervenir sur l'animal ou pas, parce que ça peut être générateur de stress pour l'animal ou pas. Et que ça fait partie des éléments à connaître pour la qualité du travail réalisé derrière. Enfin voilà, c'est des choses de ce type qui font que on est vraiment en connexion complète avec la situation de travail, avec les habitudes de travail, et puis aussi avec les questions de culture d'entreprise et de valeurs d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on a finalement au cœur de cette action de formation en situation de travail? Alors, on a surtout deux séquences qui sont liées entre elles et fortement articulées. La première, c'est une mise en situation de travail qui va être préparée et organisée à des fins pédagogiques. Donc là, la mise en situation de travail, ce serait, si on prend l'exemple du cabinet vétérinaire, ce serait effectivement de réaliser un acte de contention en tant que tel, sauf qu'on va prendre plus de temps, on va se laisser donner un droit à l'essai, etc., parce qu'on est en formation. Et puis,
On va organiser aussi derrière ce qu'on appelle une séquence réflexive. C'est une séquence d'échange, une séquence de débriefing. On va en fait, l'apprenant va faire avec un formateur ou une formatrice AFEST, qui peut être soit quelqu'un d'interne à la structure, soit quelqu'un d'externe, va faire le point sur ce qui s'est passé lors de la mise en situation. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi c'est ça qui a été fait et pas autre chose? Elle va surtout servir, cette séquence réflexive, à avoir des repères, des références pour être guidée. Qu'est-ce qui fait qualité dans le travail ici au sein de ce cabinet vétérinaire? Là, on va prendre en compte justement, pour réaliser cette séquence réflexive, ce qu'on appelle les traces de l'activité. Donc, dans certains cas, ça peut être des photos, dans d'autres cas, des vidéos, pour confronter l'apprenant finalement à la fois à ce qui s'est passé et puis en tirer des choses constructives et porteuses de compétences. Et puis aussi pour identifier vraiment ce qui fait référence et ce à quoi il est important de pour le coup, de se référer dans ce cabinet-là pour faire du bon travail. Ça permet aussi d'identifier de potentielles difficultés et puis d'en discuter. Voilà, donc au cœur de la FEST, on a bien ces deux caractéristiques importantes. Avec la FEST, la formation, elle est connectée au vrai travail. Vous savez, il y a le travail prescrit qu'on trouve dans tout ce qui est écrit, prescrit, les procédures, les modes opératoires, etc. Ça, c'est bien, mais ça ne reflète pas la réalité au jour le jour du travail. Ça ne reflète pas forcément les urgences, les aléas, tout ce qui est imprévu dans le travail, tout ce qu'on mobilise au quotidien, de raisonnement, de gestes, d'anticipation, de résolution de problèmes, etc. Et qui fait quand même le travail, les conditions de travail et aussi la performance de la structure. Donc, c'est bien essayer de connecter tout ça. Si on prend par exemple une AFEST qui porte sur le nettoyage des sols sur un site industriel, effectivement, je suis, moi, prestataire et j'interviens sur différents sites industriels pour du nettoyage. Les environnements sont différents, les attentes clients sont certainement différentes, les produits utilisés vont peut-être varier d'un site à un autre. Donc, comment ça se passe? Comment je suis repérée? Quel temps j'ai, etc. Pour réaliser mes différentes activités? Ça peut être un exemple. Sur des postes administratifs, ça peut être aussi pouvoir se familiariser à l'utilisation d'un logiciel en situation de travail, en lien avec les collègues qu'on va retrouver au sein de la structure ou en lien avec des clients ou des fournisseurs, etc. Et pouvoir se familiariser avec ce logiciel en vraie situation de travail, ça apporte d'autres choses que de le faire en centre. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on peut être amené à monter une AFEST. De quoi... Hop, pardon, je crois que j'avais plus de son. Qu'est-ce que je dois faire? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui fera que mon travail est réussi? À quoi je dois être attentive dans le cadre de mon travail? Alors, si on continue et que justement, on va sur le contenu du décret, vous savez, le fameux décret dont je vous parlais suite à l'expérimentation nationale et qui donne donc une place législative à la FEST, il nous dit que la mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail, elle doit comprendre, premièrement, l'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques. Ça veut dire que pour construire une AFEST, il faut aller voir le travail et le travail réel. Deuxième point indiqué, il faut la désignation préalable d'un formateur qui peut exercer une fonction tutorale en interne, mais pas forcément. Dans certains cas, ça peut être l'encadrant, dans certains cas, ça peut être une autre personne. Enfin voilà, c'est vraiment propre. On disait que c'était du sur-mesure. On est vraiment sur du sur-mesure au sein de la structure. Troisièmement, la mise en place de phases réflexives qui vont être distinctes des mises en situation de travail et qui vont être destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail. L'idée, c'est derrière de pouvoir observer, analyser les écarts entre les attendus, c'est-à-dire ce qui fait référence, ce qui fait qualité, ce qui est attendu finalement, effectivement, dans le cadre du travail, de regarder ce que ça a donné entre ça, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation. Le but, c'est vraiment de pouvoir aller sur l'explicitation et derrière de pouvoir ancrer les apprentissages. Dernier élément,
comme dans toute action de formation, des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui vont jalonner ou qui vont conclure l'action. Ce qui est important, c'est que ces évaluations, elles soient distinctes des phases réflexives. Lors de la phase réflexive, l'idée, c'est vraiment de revenir sur ce qui s'est passé lors de la mise en situation. Ce n'est pas d'évaluer. Évaluer, ça se fera à un autre moment. Voilà, donc je surveille le temps en même temps. Pour finir rapidement, à quoi peut servir la FEST alors, du côté de l'entreprise, du côté des salariés ou même des demandeurs d'emploi, ça peut être porteur à bien des égards. Pour l'entreprise, quels intérêts avec la FEST, il y a une clé d'entrée en lien avec de nombreux sujets dans l'entreprise. Alors, d'une part, mettre en évidence les formations réalisées. Peut-être que certaines d'entre vous, vous faites déjà de la FEST, vous faisiez déjà de la FEST sans forcément savoir que vous en faisiez. Donc là, c'est bien de le repérer et de pouvoir l'intégrer, y compris dans le bilan des 6 ans. Ça permet d'enrichir le dialogue social et professionnel, parce qu'effectivement, on va vraiment sur des éléments de contenu du travail quand on est sur la séquence réflexive. Ça permet d'accompagner les parcours professionnels et les mobilités en interne, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il y a un vrai lien à faire avec l'entretien professionnel quand on est sur la FEST. On s'est rendu compte lors de l'expérimentation, et puis moi je me rends compte aussi en accompagnant des entreprises là, dans le cadre d'expérimentation en Bourgogne-Franche-Comté, que ça peut donner ou redonner une vraie appétence formation à des salariés ou à des personnes qui n'avaient plus forcément envie de se former, mais qui voient les collègues en train de suivre, de réaliser des actions de formation en situation de travail, et à qui ça donne envie d'y aller aussi, et de pouvoir se former au cœur de la situation de travail. Ça permet de développer la qualité de vie au travail, parce que la qualité de vie au travail, parmi les éléments qu'on peut citer, il y a bien la capacité d'agir sur le contenu de son travail et puis aussi de pouvoir en échanger. À travers la FEST, on fait aussi ça. Alors, optimiser le budget formation, oui, en partie. Alors là, c'est peut-être plus l'OPCO qui en parlera, mais en tous les cas, c'est optimiser, à mon sens, pas forcément à court terme, parce que voilà, monter une action de formation en situation de travail, ça demande quand même du temps et puis un petit peu d'exigence de départ et une méthodo. Mais ensuite, c'est vrai que ça permet vraiment une compréhension du travail et on parle parfois de sens donné au travail à travers la FEST. On est vraiment sur ces éléments-là. Donc, il y a un côté optimisation du contenu et de la qualité de formation. Prendre en compte les questions d'illettrisme aussi, bien sûr. Préserver et transmettre les savoir-faire d'expérience. On peut aller sur des situations complexes, sur des situations critiques lors de la FEST. Améliorer ses recrutements et sa politique d'intégration, parce que c'est vraiment accompagner l'entrée en poste et l'entrée en entreprise via un dispositif à FEST. Et puis, fidéliser et améliorer l'organisation du travail, les conditions de travail. Parce que, comme je vous le disais, lors de la séquence réflexive, on peut évoquer ce qui peut éventuellement poser difficulté. Donc, je terminerai en disant qu'au cœur de la FEST, la personne qui apprend, elle fait l'expérience du travail et derrière, elle transforme cette expérience en compétence. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sylvie pour cette présentation. Sans plus attendre et sans transition, je vais donner la parole à Isabelle Griffon de Pôle emploi. Donc Isabelle, quand tu veux. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez qui vous viennent à l'esprit. Et autrement, on aura un temps après les différentes présentations. Voilà. C'est bon pour le son? Oui, très bien. Le partage d'écran aussi? Oui, très très bien. Bonjour à tous et tous, je me présente, je suis Isabelle Griffon, je suis conseillère à Pôle emploi et conseillère sur le champ de l'entreprise, puisque depuis 2015, au sein de tous les pôles emploi de France, on a créé un service entreprise pour accompagner en fait les employeurs, que ce soit dans les domaines du secteur marchand, du secteur non marchand, avec pour vocation d'avoir un accompagnement au titre de conseiller entreprise, un accompagnement personnalisé des employeurs pour l'aide à la rédaction des offres, conseil en recrutement, présélection des candidats, etc. Et puis pour ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est-à-dire les adaptations des compétences du candidat au poste, c'est-à-dire les formations,
qu'elle soit avant ou qu'elle soit pendant le contrat de travail, hein, donc avant l'embauche ou déjà durant l'embauche. Donc aujourd'hui, hein, je vais plus me focaliser, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des actions de formation. Je vais surtout me focaliser aujourd'hui sur deux aides à la formation avant embauche, qui sont des aides à la formation, je dirais de formation courte, pour qu'un salarié ou un futur salarié soit complètement opérationnel. Donc ce sont les POE et les AFPR. Alors, ce sont des termes un peu barbares, mais on va regarder ça. Donc, ces aides à la formation, POE, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, et l'action de formation préalable au recrutement, c'est la FPR. Donc, ce sont deux aides pour des formations avant embauche qui sont attribuées selon la nature, ça qui est très important, selon la nature ou la durée du contrat. Hein, donc, ces petits documents là que je vous mets à l'écran, hein, je pourrais vous les envoyer par la suite en pièce jointe, hein, sur un mail, on en reparlera, ça sera beaucoup plus simple. Ce sont des outils en fait qui synthétisent le descriptif et puis surtout les éléments essentiels. Quel objectif? Donc, une action de formation, comme je disais tout à l'heure, courte, puisqu'elle est de 400 heures maximum. 400 heures maximum donc pour des employeurs du service privé ou public. Pour, on va dire, tous les demandeurs d'emploi. Et selon si on va conclure un CDD ou un CDI, ben, en fait, l'appellation change. Alors, voilà pourquoi on parle de POEI et de AFPR. Alors, POEI, voilà, c'est un contrat à durée indéterminée ou un CDD d'au moins de 12 mois. Et puis, pour une AFPR, donc une action de formation préalable au recrutement, c'est ce qu'on a le plus souvent, c'est les CDD de 6 mois, de 6 à 6 mois. Avec, ou des contrats de professionnalisation, etc. Donc, l'intérêt vraiment de ces formations, c'est qu'on peut effectivement partir sur une formation personnalisée aussi par rapport à l'entreprise, puisqu'elle est faite en fait par un tuteur, hein, par quelqu'un de l'entreprise. On monte ensemble donc une convention, on fait un bilan à la fin pour savoir si effectivement la personne sera recrutée ou pas, si on a atteint les objectifs ou s'il y a besoin encore de formation complémentaire. Donc, c'est vraiment un outil enfin, ce sont des outils, hein, c'est vrai qu'on mixe un petit peu POI et FPR, ce sont des outils très intéressants, souvent demandés par les employeurs, puisqu'effectivement, il y a aussi une participation financière de Pôle emploi lorsqu'une entreprise, un employeur, met en place ce type de formation. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Un petit peu plus loin dans ma présentation, justement, je vous passerai une petite vidéo où vous aurez les démarches en tant qu'employeur à effectuer pour faire ce type de demande, comment ça fonctionne, puisqu'en fait, depuis peu, ces demandes sont complètement dématérialisées, hein, comme la conclusion et la mise en place de la convention. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, c'est l'autre focal que je voulais mettre en avant pour justement la formation, c'était la formation des salariés dans le cadre de mise en place de contrats uniques d'insertion. Alors, on peut parler d'insertion aujourd'hui pour un public un petit peu plus large. Il est vrai que ces contrats avaient été mis en place surtout au départ pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, les publics demandeurs d'emploi de très longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, bénéficiaires du RSA. Mais depuis le plan jeune, hein, Jeune une solution, depuis vraiment ce plan stratégique, hein, on a, si vous voulez, des contrats uniques d'insertion qui ont été mis en place pour les publics jeunes. Hein, c'est plus particulièrement, je dirais, le CIE, le contrat initiative emploi, qui est un contrat à destination des jeunes, mais surtout à destination des employeurs du secteur marchand. Donc le CIE, c'est un contrat qui rentre tout de suite effectivement dans ce plan stratégique Un jeune, une solution. Vous êtes une entreprise du secteur marchand, vous souhaitez envoyer un jeune, embaucher un jeune, et bien écoutez, voilà, ce dispositif a été vraiment mis en place et surtout avec des possibilités d'aide, que ce soit des aides du gouvernement, des aides du conseil départemental, hein, selon, on va dire, le profil, hein, du jeune qui est recruté. Vous développez la maîtrise des comportements professionnels, les compétences techniques du salarié, vous devenez donc tuteur dans l'entreprise, vous embauchez un jeune, donc il y a une partie tutorat,
hein, dans le cadre du plan d'action, et une partie formation. Hein. C'est vrai que ces formations permettent à ce jeune de monter en compétences, qualifié, pas qualifié, éloigné d'emploi, pas éloigné d'emploi. En fait, notre travail à nous, conseillers entreprises, c'est vraiment faire une étude personnalisée de chacune de vos demandes pour la mise en place de ce type de contrat. Donc, la condition, puisqu'elle vient un petit peu en toute logique avec le nom, c'est un jeune. Donc, c'est un jeune de moins de 26 ans de votre territoire hein, que vous souhaitez embaucher, à minima pour une durée de 6 mois, et pourquoi pas en CDI. Et cette aide, elle est donc à mettre en place avec l'accompagnement de Pôle emploi, avec l'accompagnement aussi de la mission locale, avec aussi l'accompagnement de Cap emploi, parce que nous sommes les prescripteurs hein, de ce type d'aide. L'idée, effectivement, c'est d'embaucher un jeune, c'est de mettre en place un parcours d'action et de formation, de le décider, ensemble. Et puis en fait, ça permet, comme je le disais, l'embauche hein, pour 6 mois, mais aussi pour un CDI. Donc là, pareil, hein, ce document, je me permettrai de vous l'adresser. Vous avez tous les employeurs, vous avez tous les publics. Donc, comme je disais, je parlais tout à l'heure de jeunes, hein, puisque moins de 26 ans, donc jusqu'à 25 ans révolus, mais aussi pour les jeunes de moins de 30 ans qui sont en situation de handicap. En fait, la différence hein, au niveau de l'âge, hein, c'est la situation qui le fait. Donc, les aides financières, comme je disais, une aide de l'État qui est fixée au taux unique de 47% du SMIC. Elle était au moment du document plafonnée à 30 heures. Depuis, avec le dernier arrêté préfectoral en vigueur depuis le 3 mai, l'aide est plafonnée maintenant à 35 heures. On a vu cette aide qui a été augmentée. Elle est versée mensuellement par l'Agence de services et de paiement. Enfin, voilà. Tous les pas rentrer, j'ai pas envie de lire le document. Je pense que ça sera beaucoup plus simple que vous y ayez accès lorsque je vais vous l'envoyer. Donc là, on parle bien du secteur marchand. Le contrat initiative emploi donc, est mis en place pour, comme je disais, les jeunes, mais aussi pour les personnes bénéficiaires du RSA. Un RSA socle, hein, donc, en partenariat avec un financement du conseil départemental. Le pendant dans le cadre du contrat unique d'insertion pour le secteur, cette fois non marchand, c'est le parcours emploi compétences. Donc là, on est dans un dispositif, donc ça c'est un document Mal30 qu'on avait mis en place, hein, c'est un document qui a été personnalisé par notre Pôle emploi de Château-Chinon. Ce dispositif qui est équivalent au CIE est destiné par contre aux personnes qui rencontrent aussi des difficultés sociales, professionnelles, mais là on a élargi hein, le champ, on n'est plus vraiment sur une focale jeune, on est vraiment sur toutes les personnes qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, toutes les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, de par la qualification, de par leur durée d'inscription pour l'emploi et aussi de par leur âge. Hein, je pense surtout aux seniors. Donc, c'est un contrat de travail de droit privé. Donc, on a vu une durée hebdomadaire de 20 heures. Là aussi, ça a été augmenté depuis le dernier arrêté préfectoral. On va jusqu'à 30 heures de prise en charge. On peut être toujours dans un contrat à durée déterminée, toujours dans un contrat ou un contrat à durée indéterminée. Et voilà, donc même chose, hein, l'employeur s'engage sur une action de tutorat, mais aussi sur une action de formation. Et puis en contrepartie, donc il embauche le jeune. Et on est parti, enfin le jeune ou moins jeune, et on est parti sur une montée en compétences. Donc là, voilà, le parcours emploi compétences est un dispositif qui, lui, est plutôt destiné au secteur non marchand. Alors, comme je le disais tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé de la PEI et AFPR, donc des adaptations des compétences du candidat au poste, je vais vous passer une toute petite vidéo parce que c'est vrai que ces dispositifs sont aujourd'hui présentés en mode dématérialisé. Aujourd'hui, lorsque vous contactez Pôle emploi dans le cadre de diffusion d'offres, pour l'aide à la recherche de candidats, pour toutes les aides et mesures, tous les conseils que l'on peut vous proposer au service entreprise, on crée un espace recrutement. Et en fait, cette demande de mise en place d'action de formation se fait via votre espace recrutement. Je vais peut-être lancer la vidéo, ça va être beaucoup plus clair.
faire, je pense. Elle dure 5 minutes, ça va être bon, Yann? Oui, on enchaînera juste après, du coup, Ça va la faire démarrer. si elle démarre. Ouais, j'ai essayé tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Ah, voilà. Ah. Oui, AFP. On n'a pas l'image. Oui, AFPR, dématérialisé. Création d'une demande Et là, vous avez d'AFPR. ni l'image ni le Non, son? on a le son. Moi, j'ai le son, mais pas l'image. Initialisation là, de je la ne sais demande pas par du tout l'employeur. comment faire. Moi, je la vois bien. Autrement, on peut partager la vidéo par la suite aux différents participants avec les présentations, si tu as un Ok. lien, si tu un lien Internet. Ouais, il n'y a pas de Oui, souci. bon, on fera comme ça. Très Voilà, bien. donc très succinctement, hein, pour vous rappeler effectivement le système dématérialisé, l'employeur fait sa demande de mise en place de ces deux actions de formation via son espace recrutement Pôle emploi. Nous, on étudie effectivement le bien fondé de la mise en place de ces actions. Bon, c'est tout un système un peu d'échange, un jeu valide. Le candidat doit aussi lui-même valider, puisqu'on est toujours sur une action tripartite entre l'employeur Pôle emploi, le prescripteur et le futur salarié. Et effectivement, ça peut démarrer très très vite hein, lorsqu'on a les éléments de cette façon dématérialisée. Donc, on n'a pas besoin, si vous voulez, entre le moment où on fait la demande et le moment où la personne démarre, on peut compter à peu près 15 jours hein, et ça devrait se mettre en place. Et effectivement, le bénéficiaire a cette possibilité de commencer dans la structure, d'être aussi rémunéré en fonction de sa situation au regard de ses allocations de retour à l'emploi, par une allocation aussi de formation. Et puis l'employeur, en contrepartie, du fait de son investissement au niveau de la formation, à une rémunération, à une participation de Pôle emploi pour mener à bien cette action de formation. Ça, c'est intéressant. Je voulais être assez brève hein, et concise. Hein, c'est pour ça que je me suis permis aussi, sur cette dernière slide, de vous donner les informations les plus simples pour avoir de plus de renseignements. C'est de contacter les services entreprises des 3 Pôle emploi de la Nièvre. C'est pareil, hein, je pourrais vous renvoyer ces informations. Donc, 3 Pôle emploi, Nevers, jusqu'au sud du département et jusqu'à peu près Saint-Benin d'Asie. Ensuite, vous avez tout le secteur Saône-sur-Loire, hein, qui inclut la Charité jusqu'à la frontière avec le Loiret, et puis du côté de Varzy-Clamecy. Et ensuite, vous avez toute la partie de Cise, Château-Chinon, donc bien sûr de Cise, donc pas un fils et une mère de Cise, le sud de Nivernais, la région de Menton, Châtillon-Patois, Moulin-Gilbert, Château. Et puis nous, Château-Chinon, sur le Morvan, on s'étend jusqu'à Brinon-sur-Beuvron. Donc un numéro de téléphone unique hein, pour rencontrer les interlocuteurs que nous sommes, donc du service entreprise, et puis une adresse mail par service entreprise de Pôle emploi. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour aussi nous concernant. Super. Merci beaucoup, Isabelle. Hop. Eh bien, pour la dernière présentation, je vais laisser la parole à Justine Chamard de l'OPCO EP pour entreprise de proximité. Justine, Merci Yann. quand tu veux. Bonjour, bonjour à tous. Je vais donc conclure cette web rencontre. Je voulais déjà remercier la Fabrique Emploi et Territoire de m'avoir invité à y participer. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, alors moi j'ai fait très synthétique, j'ai une petite slide pour le coup. Ce que je vous propose, c'est plutôt en fait des pistes de réflexion pour vous aider en fait à former vos salariés et surtout à essayer de financer vos projets. Donc, je suis Justine Chamard, je suis conseillère sur le territoire du 58 et du 21 à l'OPCO des entreprises de proximité, qui est l'un des 11 OPCO présents au niveau national. On accompagne
principalement l'artisanat, les professions libérales et les services de proximité. Donc, j'ai essayé je vais vous présenter en tout cas quelque chose d'assez généraliste. Et bien entendu, je vous inviterai, en fonction de votre OPCO de référence, à vous rapprocher de celui-ci pour savoir de façon plus précise quelles sont les modalités d'accompagnement et de financement qui pourront vous proposer. Voilà. Avant de savoir comment former ces salariés, il me semblait intéressant de revenir sur comment on les forme et comment surtout on détermine ces besoins de formation. Ça peut déjà être un premier point. Donc Sylvie, tout à l'heure de l'ARACT, en a parlé. Mais bien entendu, on a l'entretien professionnel, qui est un outil, je trouve, très important pour vous accompagner dans votre plan de développement des compétences. Donc, simplement pour rappel, l'entretien professionnel, c'est un rendez-vous obligatoire tous les 2 ans qui concerne toute entreprise, quelle que soit sa taille, à partir du moment où elle a des salariés. C'est un entretien intéressant parce que c'est un moment d'échange qui est formel entre donc, le salarié et l'employeur et qui va permettre d'envisager les perspectives d'évolution professionnelle et surtout, du coup, les formations qui peuvent contribuer à cette évolution. Donc, c'est vrai qu'il faut bien penser que c'est un outil intéressant déjà pour déterminer les éventuels besoins de formation qu'on peut avoir. Quand ces besoins en formation sont déterminés, on a pas mal de dispositifs pour les mettre en œuvre, en amont ou pendant, lorsque le salarié est déjà présent. Donc, le tout premier, c'est le plan de développement des compétences. Donc, côté OPCO, qui est plutôt axé sur les entreprises de moins de 50 salariés, mais si vous avez plus de 50 salariés, vous n'êtes pas exclu de tout ça. C'est un projet que j'appelle plutôt entreprise, puisque le plan de développement des compétences, c'est à la main de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est vous, en tant qu'employeur, qui allez déterminer quels sont vos besoins en formation pour vos salariés, avec plusieurs objectifs. Et Yann l'a rappelé tout à l'heure, on a bien sûr l'adaptation au poste de travail et le maintien dans l'emploi des salariés. Donc, de ce côté-là, on sera plutôt sur des formations obligatoires. Et on a toutes les formations qu'on peut considérer comme non obligatoires qui sont liées au développement des compétences. Donc, pour tous vos projets de formation qui vont s'inscrire dans ces 2 grands axes, ce sont des actions du plan de développement des compétences pour lequel l'OPCO peut vous accompagner, notamment dans le cadre du financement. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec son OPCO afin de connaître, on va dire, les critères de prise en charge et les modalités de prise en charge de vos actions de formation. Voilà. Dans la partie projet entreprise, on a également un autre dispositif qui s'appelle la formation interne. Donc, tout à l'heure, Sylvie a présenté la FEST, qui est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences. Et on a la formation également donc, interne. La formation interne, c'est une formation donc, qui a lieu en interne, qui est faite par un salarié à destination d'autres salariés de la structure et surtout qui va se réaliser hors situation de production dans un lieu qui va être dédié. Et c'est la grande différence qu'on va retrouver avec la FEST, c'est que la formation interne ne produit rien au moment où on va la faire. On est vraiment hors situation de production. Après, il peut être intéressant d'envisager la formation interne comme quelque chose, par exemple, de complémentaire à la FEST. Pourquoi pas? Ça peut être une possibilité à envisager à ce niveau-là. Pareil, au niveau du financement, il est possible, je dis possible parce que je ne peux pas m'engager plus que ça, que les OPCO puissent financer la formation interne. Donc, c'est intéressant pour vous, puisque ça peut permettre, bien sûr, de bénéficier d'un financement, mais surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir la valoriser. Donc, au-delà du financement, parfois, les OPCO ont également la possibilité de vous accompagner
pour que la formation interne soit une vraie formation interne. C'est-à-dire que lors des entretiens professionnels, c'est une formation que nous pourrons valoriser pour l'entreprise, pour dire qu'elle a bien rempli son obligation, mais ça peut être aussi un moyen de valorisation de ses salariés, pour dire qu'on va désigner un salarié qui est compétent et qui va transmettre son savoir à d'autres salariés. Pourquoi pas plutôt sur la base du volontariat, c'est plus sympathique. Voilà. Dans la partie projet entreprise, donc où on va retrouver le plan de développement des compétences et la formation interne, je dirais que ça vous offre une possibilité de dispositifs et de modalités infinies pour mettre en œuvre en fait de la formation au sein de votre structure. Dans le cadre du plan de développement des compétences, si on parle simplement de modalités pédagogiques, aujourd'hui, les organismes de formation, puisqu'on sera plutôt sur de la formation qui se fait à l'externe, proposent des modalités qui sont diverses, innovantes et qui peuvent normalement, dans la plupart des cas, répondre à des problématiques peut-être organisationnelles, c'est-à-dire quand les salariés sont en formation, il faut les remplacer, ils vont être absents. Dans certaines structures, ça peut être un petit peu compliqué d'anticiper ces absences puisqu'il faut remplacer les salariés. Donc aujourd'hui, normalement, les organismes de formation ont des modalités comme la FOAD, on en a parlé tout à l'heure, donc la formation ouverte et à distance. On a bien sûr la formation présentielle, mais on a aussi des modalités comme du micro-learning. Ce sont des formations très courtes sur des tout petits temps, 20 minutes, 1 heure, qu'on va pouvoir faire un petit peu au gré du temps en fonction des disponibilités du salarié et qui peuvent permettre de faciliter le départ en formation. Si malgré tout ça, c'est compliqué, bien entendu, il nous reste aussi la formation interne et la FEST qui peuvent permettre plus de souplesse pour former ces salariés. Voilà. Également, ce qui est important et intéressant, c'est ce que je vais appeler les projets co-construits avec les dispositifs de l'alternance. Donc, dans l'alternance, on va retrouver bien entendu les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage qui sont des modalités de formation pour former plutôt vos futurs salariés, puisque là, on va embaucher un jeune ou un moins jeune, ça dépend, de l'âge de la personne, qui va se former à l'école en CFA ou au sein d'un organisme de formation. Ça va dépendre de la typologie du contrat et pour lequel, par la suite, vous pourrez peut-être envisager une embauche sur du plus ou moins long terme. Voilà. Dans le cadre des contrats en alternance, je m'arrête rapidement dessus. En ce moment, on a un certain nombre d'aides également à l'embauche de jeunes en alternance. Donc, ça peut être intéressant de mobiliser ces dispositifs de formation. Dans les dispositifs de l'alternance, pour vos salariés qui sont en CDI ou CDD, on a un dispositif qui s'appelle la PROA, c'est la promotion par l'alternance, qui vous permet en fait de permettre à un salarié une promotion, on va dire, professionnelle via l'obtention d'une certification, d'un diplôme, via l'alternance. Donc, c'est un peu pour nos salariés déjà en poste, là, on peut leur permettre d'obtenir un diplôme pour les faire évoluer au sein de la structure. Donc, tout ça, en fait, ce dont je vous expose en termes de réflexion renvoie un petit peu à ce que je disais au début, c'est l'entretien professionnel est vraiment un outil important pour vous accompagner dans vos projets de formation. Ce n'est pas le seul, mais ça peut permettre quand même de construire vos réflexions et votre plan de formation. Voilà. Et pour terminer, je vais parler, alors pareil, hein, les dispositifs de l'alternance sont des dispositifs qui sont financés par les OPCO. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter votre OPCO ou votre conseiller pour savoir de quelle façon c'est financé, de quelle façon surtout on peut vous accompagner dans ces dispositifs-là. Et un autre dispositif
qui pour le coup n'est pas financé par les OPCO, mais ça me semblait intéressant de le mentionner malgré tout, c'est le compte personnel de formation, qui est un projet soit personnel, puisqu'à la main du salarié, de la personne, mais qui peut également être un projet co-construit, donc entre l'entreprise et le salarié. Ça peut arriver. Donc, ça peut également être une modalité, en tout cas, de formation et un dispositif de financement de formation où vous pouvez cofinancer un projet de formation qui va s'inscrire dans le cadre du compte personnel de formation du salarié, tout simplement parce que voilà, la formation envisagée par le salarié va être intéressante pour le poste qu'il occupe au sein de la structure. Alors encore faut-il que le salarié vous en parle, mais vous pouvez cofinancer ces projets-là. Voilà. Ça peut être également une possibilité. Et c'est la Caisse des dépôts et des consignations qui va s'occuper de financer ces projets-là. Voilà. Je pense avoir tout dit à peu près de mon côté. Tous les projets que je vous ai présentés, en tout cas ces pistes de réflexion, sont des pistes sur lesquelles il me semble important de mettre en lien avec ce qu'Isabelle de Pôle emploi a pu nous présenter tout à l'heure, puisque on peut être en amont du recrutement et après le recrutement, on peut mettre en place les dispositifs que je vous ai présentés et aussi à mettre en lien avec ce que du coup Sylvie de Larac nous a présenté, puisque les AFEST peuvent être financés par les OPCO sous certaines conditions. Donc, tous ces dispositifs présentés sont alliés les uns avec les autres. Voilà. Très bien, merci beaucoup Justine pour ta présentation. Et merci à toutes les trois pour vos présentations. Alors, je vous propose que pour la suite de cette web rencontre, voilà, on se voit. Pour la suite de cette web rencontre, de passer aux questions si vous en avez. Je vois qu'il y en a une dans le chat. Je vais peut-être commencer par celle-ci et puis après, vous pourrez soit là, du coup, prendre la parole, normalement, vu que les présentations sont terminées. Donc, la première question, elle concerne donc la FEST. Donc, en quoi la notion d'expérimentation de l'AFEST peut avoir une incidence sur pour les bénéficiaires? Y a-t-il des financements supplémentaires grâce à cette expérimentation et jusqu'à quand? Alors, donc je vais reprendre la parole comme c'est sur la FEST. Oui. En fait, l'expérimentation, elle a eu lieu donc de 2015 à 2018. Alors, elle n'a pas forcément permis d'ouvrir des financements en tant que tel, encore que, en fait, elle a donné une place sur le plan législatif. Hein, donc, d'où le lien avec le fait que, ce que disait Justine, hein, maintenant, il peut y avoir des financements via les OPCO ou via d'autres structures. Hein. Nous, on est sur, par exemple, des projets expérimentaux en partenariat avec la DRETS, hein, l'ancienne Direct Bourgogne-Franche-Comté, pour expérimenter au sein d'entreprises qui seraient intéressées pour mettre le pied à l'étrier de la FEST. On accompagne, nous, ces expérimentations-là, pas en tant que professionnels de la formation, mais vraiment en tant que professionnels du travail, hein, puisqu'on est beaucoup autour de la situation de travail, de l'environnement d'entreprise et de l'analyse du travail, hein, quand on fait de la FEST. Alors, il y avait une question dans ce que vous demandiez, hein, autour des bénéficiaires et du lien entre l'expérimentation et les bénéficiaires. Ce qu'on peut dire au niveau de l'expérimentation nationale, c'est que on s'est rendu compte que les bénéficiaires, ils avaient trouvé pour la plupart d'entre eux, alors après, voilà, il faut qu'il y ait des conditions de réussite associées, hein, bien sûr, mais qu'ils avaient apprécié justement de pouvoir avoir vraiment un rôle d'acteur dans la formation encore plus poussée, parce que on est dans une mise en situation et derrière la séquence réflexive, elle part de l'apprenant. Hein. C'est l'apprenant qui raconte le fil de ce qui s'est passé lors de la mise en situation. C'est ce qui permet vraiment, hein, via l'explicitation, de pouvoir ancrer les apprentissages et de revenir sur des choses qui posent problème, etc.
Ça a une importance quand même parce que nous, côté ARACT, on se rendait bien compte ces dernières années et encore plus là dernièrement qu'on courait beaucoup tous dans tous les sens dans le travail, qu'on n'avait plus forcément le temps de se poser pour parler ensemble du travail, pour se repérer quand on arrive dans l'entreprise, pour identifier en termes de mobilité ce qui était possible au sein d'une même entreprise, pouvoir aller sur telle ou telle autre mission en complément, en parallèle. Et donc, ça donne, la FEST, c'est vraiment on se pose lors de la mise en situation et de la séquence réflexive et on revient sur ce qui s'est passé, on essaie de décrypter, on parle de ce qui fait repère dans le travail. Et ça, c'est un point qui est ressorti comme étant important lors de l'expérimentation et qu'on continue à voir, nous, en expérimentant là en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien. Passons à la question suivante. Je vois qu'il y en a une nouvelle dans le chat. La question concerne comment peut-on encourager les salariés en interne pour se former? Ah, ça ne m'étonne pas, ça. Est-ce que quelqu'un veut apporter une réponse, Justine? Je veux bien, oui, Oui. essayer d'apporter toujours des pistes, Oui, des de pistes. réflexion et d'encouragement en tout cas. Effectivement, c'est vrai que parfois, on sent au niveau des salariés que c'est compliqué. Ils n'ont pas envie de se former. Ils n'en voient pas l'intérêt. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'employeur, on a un travail en amont déjà à faire sur revaloriser la formation. Quel est l'intérêt de la formation? Alors, je vais y revenir, mais l'entretien professionnel est vraiment un moment qui est plus qu'important pour justement remettre l'accent sur la formation et pouvoir en discuter dans un moment qui est dédié, c'est-à-dire dire, OK, de quoi on a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Alors, tout ça, ça nécessite, bien entendu, quand je parle d'entretien, de préparation en amont. Il faut impérativement que le salarié se prépare et puisse réfléchir à ses besoins, ses envies de souhait ou d'évolution professionnelle. Peut-être qu'il n'a pas de projet d'évolution professionnelle. Alors du coup, je vois qu'il y a une précision dans la question. Alors, comment peut-on encourager les salariés en interne pour former, surtout de former les autres? Alors, peut-être que c'était en lien avec la formation interne. Je ne sais pas si je suis bon, mais je vais vous faire deux réponses. Du coup, c'est pour la formation interne, vu qu'effectivement, ce sont des salariés qui vont former d'autres salariés. C'est bien en lien avec la FEST, oui. Voilà. Ou dans le cadre de la FEST, par exemple, je trouve intéressant d'aller repérer des salariés qui déjà ont des compétences un petit peu pédagogues, qui vont savoir transmettre de l'information, quitte à les former sur des formations de formateurs internes. Mais je trouve que c'est bien quand ce sont des salariés qui sont volontaires ou en tout cas, ça peut permettre de leur permettre d'acquérir une reconnaissance au sein de la structure, de dire on reconnaît que tu es quelqu'un d'expert, que tu as des compétences en fait à déployer, à montrer aux autres. Et donc, ça peut être une sorte de reconnaissance. La reconnaissance, elle n'est pas forcément salariale, avec une augmentation de salaire. Elle peut se faire d'une autre façon, et pourquoi pas via la désignation d'un titre de formateur interne pour développer les compétences d'autres salariés. Après, pour le reste, les formations d'adaptation au poste de travail ou au maintien dans l'emploi, c'est une obligation, je vais essayer d'être très synthétique, c'est une obligation de l'employeur. Donc ça, le salarié ne peut que difficilement finalement refuser si vous lui imposez une formation de ce type-là. Sinon, ça peut conduire à un avertissement. Après, c'est toujours bien et important d'expliquer quel est l'objectif d'une formation et pourquoi on souhaite que ces salariés se forment. Même si on est sur d'adaptation au poste de travail, c'est important de réexpliquer quels sont les objectifs et peut-être de trouver des modalités de formation qui sont plus ludiques
parfois que de la formation en présentiel. On a des modalités assez intéressantes qui peuvent réveiller l'intérêt. Voilà, comme des serious games, par exemple. C'est plutôt sympa. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si au contraire, ça fait plus de questions qu'autre chose, mais voilà. Très bien, merci Justine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous le souhaitez, si vous avez des questions ou des besoins de complément par rapport à ce qui a été dit. Là, il y a une question sur la certification Calliope. Je ne sais pas à qui elle s'adresse en particulier, mais est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que c'est la certification Calliope? Alors, je peux peut-être rappeler, en tout cas aujourd'hui, ce qui était demandé, c'est que tous les organismes de formation soient référencés au Datadoc. Le Datadoc, ce sont des indicateurs qui vont montrer que l'organisme de formation propose des formations de qualité. Je vais le faire très simple et c'est l'une des conditions d'ailleurs aujourd'hui pour qu'un organisme de formation soit financé par des OPCO ou la région ou Pôle emploi d'ailleurs. C'est un référentiel qualité en quelque sorte, c'est ça? Exactement. Oui. À partir de l'année prochaine, si je ne me trompe pas, Calliope va remplacer le Datadoc et c'est une obligation. Les organismes doivent être certifiés Calliope. Donc effectivement, alors ce qu'on appelle formateur externe, c'est du coup les organismes de formation par qui on passe doivent être aujourd'hui soit certifiés Calliope, soit pour le moment être référencés au Datadoc, mais dans tous les cas, s'engager vers une démarche Calliope si les entreprises souhaitent avoir un financement OPCO. Voilà, OPCO ou Pôle emploi ou tout autre cofinancement public, on va dire, de ce type-là. Ouais. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les différents sujets? C'était assez large, en effet. S'il n'y a pas de questions, moi, j'en ai une peut-être concernant la FEST. Est-ce qu'il y a une durée particulière de la FEST? Est-ce qu'elle doit être courte, longue, moyenne en termes de durée? Comment ça s'organise ça en entreprise? Et comment ça se prépare? Pas de durée particulière. Alors après, on le disait, il y a quand même une petite exigence liée à la FEST. Hein. Il faut aller analyser le travail, il faut mettre en place la mise en situation, il faut organiser la séquence réflexive, etc. Bien entendu, le positionnement, l'évaluation. Donc, si on est sur quelque chose qui dure 1 heure, le rapport bénéfice étant passé sera un peu faible et je pense que le contenu ne sera pas forcément là. En tous les cas, on peut très bien imaginer une AFES sur une demi-journée, hein, sur quelque chose de très particulier, avec des repères visuels ou avec le fait d'avoir vécu au moins une fois une situation, une micro-situation pour avoir de bons repères qui vont servir pour la suite. Et puis, ça peut être beaucoup plus long hein, quand on est par exemple, sur de la situation complexe. Hein. Je pense, moi, je suis beaucoup intervenue dans le secteur des travaux publics où on a des chantiers très différents, avec des conditions météo qui jouent, avec des conditions de circulation, avec l'organisation du chantier, et ça nécessite plusieurs types de mise en situation, plusieurs séquences réflexives, et donc une AFEST qui sera plus longue, mais qui sera découpée à certains instants. Hein. Ce ne sera pas une AFEST qui durera 3 semaines de bout en bout. Mais en tous les cas, des séquences mises en situation et séquences réflexives bien particulières et organisées au fil du temps. Hein, c'est une ingénierie de formation et pédagogique, la FEST, au plus près des besoins. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions qui viennent?
Si ce n'est pas le cas, écoutez, on s'était dit 14 heures la fin de cette web rencontre. On a un petit peu dépassé le temps, mais ce n'est pas grave. C'était très intéressant, je trouve. J'espère que vous avez pu avoir les informations que vous étiez venu chercher. Auquel cas, n'hésitez pas, dans le cas contraire, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous mon adresse mail normalement et à me poser des questions. Je pourrais les relayer à nos intervenantes pour voilà, compléter certaines choses. Je vous enverrai également les supports qui ont été utilisés, plus la vidéo qui n'a pas fonctionné, du coup, la vidéo d'Isabelle Griffon, je vous la renverrai. Et également le lien pour revisionner cette web rencontre si vous le souhaitez ou si vous souhaitez la partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée, une bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine à tous. Merci, au revoir.